Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient à l'écoute il y a quelques instants et qui ont pu suivre la première partie de notre émission. Je vous disais qu'il y avait à proximité, à 7 km du sommet du col d'Allos, la coureur en tête. En fait, ils ne sont plus que 7 maintenant et nous allons les découvrir sur la moto avec le concours TF1 Eurovision qui nous permettra de savoir qui est en tête. Merckx, Schumacher, Thévenet, Zoetemelk, Van Impe, Gimondi ou Balaguer. Nous découvrons l'image de la moto dès qu'elle est stabilisée. Gilbert Lariega est en train de m'indiquer actuellement qu'il allait l'avoir dans un instant. L'image est bonne maintenant, la voici. Et c'est Dustin Maker qui marque 4 points devant Eddy Merckx 2 points. Et en troisième position, Bernard Thévenet 1 point. Dustin Maker, Merckx et Thévenet 4, 2 et 1 point. Ensuite, il y a Joop Zoetemelk. Je change de micro, ça ira mieux maintenant peut-être. Donc, en dernière... Oui, je ne sais pas si mon micro marche, je pense si maintenant, mais j'en profite pour donner la parole à Bernard Giroux qui est avec les coureurs pour nous dire où on en est. Maintenant, à plus que 900 mètres du sommet, Dustin Maker qui mène depuis le bas du col est toujours en tête, suivi par Eddy Merckx, Bernard Thévenet, Joop Zoetemelk, Lucien Van Impe, Felice Gimondi et Balaguer. Balaguer qui a été le premier attaqué. Et derrière nous, une dizaine de mètres, c'est bien Francesco Moser qui se bat, qui s'accroche pour essayer de terminer avec les plus forts au sommet de ce col. De toute façon, je ne pense pas qu'il sera distancé. Et dans la descente, il pourra revenir. Un peu plus loin encore, le Suisse Fuchs qui réussit vraiment aussi une très belle étape aujourd'hui. Il faut dire que nous avons vécu une étape alpestre qui a tenu toutes ses promesses. Plus loin encore, il y a Janssens de Lille et d'autres coureurs encore, Janssens et de Lille, qui ont été distancés tout à l'heure, alors que maintenant c'est un démarrage de Bernard Thévenet, et puis Eddy Merckx est parti là-bas devant. J'ai vu partir Eddy Merckx là-bas devant. Nous sommes distancés maintenant en compagnie de Francesco Moser. Il faudrait revenir sur la tête. Bernard, oui, bon alors on va remonter puisque nous les suivons sur notre écran. Joop Zoetemelk qui est dépassé à l'instant même par Felice Gimondi qui a vraiment surprenant d'aisance. Felice Gimondi qui a gagné le Tour de France il y a donc 10 ans et qui est toujours aussi bon lutteur, aussi hargneux et qui se bat magnifiquement aujourd'hui, mais il a été distancé par 2 ou 3 coureurs que nous allons retrouver et qui s'appelle Bernard Thévenet. Et devant Bernard Thévenet, il doit y avoir encore Eddy Merckx, d'après ce que vous m'avez dit. Oui, on va essayer avec Jacques Laviron. Oui, avec Jacques Laviron, on va remonter la tête de la course maintenant. Bernard Thévenet qui s'accroche, qui lutte le dernier kilomètre du col d'Allos, où il pensait peut-être placer un démarrage difficile. Mais devant lui, il y a un garçon qui va très très bien et qui s'appelle Eddy Merckx et qui se retrouve en tête de la course maintenant, encouragé par de nombreux spectateurs, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire, Roger Pinjon, on a vu autant de panneaux d'encouragement à l'adresse d'Eddy Merckx que de Bernard Thévenet. Bernard Thévenet n'a pas encore réussi à accrocher tout le public français et il n'a pas encore supplanté Raymond Poulidor. Les encouragements étaient partagés. On en a vu aujourd'hui en particulier, oui, beaucoup pour Eddy Merckx, et c'était réconfortant pour le champion belge après ce coup de poing malheureux de la montée du Puy-de-Dôme. C'est d'ailleurs, je crois, un juste retour des choses. Le public s'est rendu compte qu'il y avait justement un public français qui n'appréciait pas toujours à sa juste valeur les victoires d'Eddy Merckx. Et là, c'est un juste retour de toute façon, disons. Les spectateurs maintenant comprennent exactement ce qu'est Eddy Merckx. Il n'insiste pas d'ailleurs dans la descente, Eddy Merckx. Bernard, les passages au sommet. Oui, Eddy Merckx est passé avec 6 secondes d'avance sur Bernard Thévenet, ensuite 15 secondes d'avance sur Felice Gimondi, et maintenant 27 secondes d'avance sur Lucien Van Impe et Joop Zoetemelk. Les autres coureurs vont arriver dans quelques instants. Je pense qu'il va y avoir le Suisse Fuchs. Le coéquipier de Schumacher et Balaguer passe maintenant avec 40 secondes sur Eddy Merckx au sommet de ce col d'Allos. Maintenant avec 50 secondes Fuchs et Francesco Moser. Les autres maintenant sont très loin. Nous allons redescendre sur les zones de tête, redescendre vraiment à tombeau ouvert avec une descente très sinueuse, très dangereuse, où il y a beaucoup de poussière et puis de nombreux virages assez dangereux. Nous allons maintenant descendre, je pense que cela va se situer autour des 70-80 km/h, oui, et puis surtout avec de très difficiles virages. Oui, alors nous en profitons pour rappeler qu'il n'y avait que 102 coureurs ce matin au départ de l'étape qui a été donnée à la sortie de Nice devant une foule innombrable, un peloton de voitures aussi qui était très impressionnant. Il a été donné à 9h moins 10 le départ et le jour de repos, alors que nous
nous suivons toujours Eddy Merckx dans la descente qui semblait s'être quelque peu relevé tout à l'heure, mais qui a quand même toujours sans doute une centaine de mètres d'avance à peu près sur Bernard Thévenet. Oui, donc le jour de repos avait été diversement suivi par les coureurs. Certains ont roulé, d'autres se sont reposés. Roger Pageon, si nous avons le temps tout à l'heure, nous en reparlerons. Et puis nous sommes montés très tranquillement vers la première côte de la journée, c'est-à-dire la Colmiane, au sommet de laquelle c'était Van Impe qui passait en tête devant Torres, Balaguer, Perret, Carstens et Galdos. Ensuite, c'était le col de la Couillole au 103e kilomètre avec Van Impe devant Balaguer, Merckx, Perret et Zoetemelk. Van Impe était victime d'une crevaison dans la descente après, alors qu'un petit groupe se formait, que vous suivez ici le parcours des coureurs. On redescend ensuite tranquillement de la Couillole vers Valberg et Guillaume. Et notre moto a du mal même à suivre Eddy Merckx dans la descente, il descend à plus de 80 km à l'heure, sans doute Eddy Merckx. Et c'est la raison pour laquelle nous vous montrons les coureurs vus d'hélicoptère, ce qui nous a permis de vous présenter également le graphique de cette étape. Et nous retrouvons quand même avec Accard sur le pilote et l'aviron, le caméraman, Eddy Merckx dans cette descente. Je vous dis, c'est un exercice impressionnant que nous sommes heureux de pouvoir vous montrer aujourd'hui en direct. Vous vous rendez compte un peu des difficultés du travail de nos opérateurs et aussi, et c'est sur eux qu'il faut insister le plus, des risques énormes que prennent les coureurs dans une descente comme ça. Je vais très rapidement sur ce qui s'est déroulé dans la journée parce que Roger Pageon vous ont parlé de ce genre de descente. Eddy Merckx a changé aujourd'hui peut-être 10 fois de bicyclette dans les premiers kilomètres pour trouver le bon vélo pour la fin de course. Et dans la descente sur les Launes, après le col de la Couillole, donc il a démarré à plusieurs reprises. On s'est retrouvé avec 15 hommes en tête à un moment. Merckx était avec Janssens de Schoonmaker. Il y avait également Kuyper, Caverdasi, Talbourdet, Perret, Moser, Zoetemelk, Balaguer, Lopez Carril, Thévenet, Fuchs, Gimondi et Ritter. Ensuite Van Impe qui avait crevé, donc Poulidor, Delille, Torres, Menendez et Lascagno sont revenus. Et Thévenet se trouvait à ce moment-là pratiquement isolé avant que Delille ne revienne. Alors que Merckx avait deux coéquipiers avec lui. Nous avons ensuite vu un retour shakespearien de Romero et Julien, et ils ont réussi à rattraper le groupe de tête. Et puis il y a eu un regroupement quasi général au pied du col des Champs, où là c'est Balaguer qui a attaqué. Il est parti avec Freut, il a lâché Freut et Thévenet a attaqué à 2 ou 3 reprises, mais sans pouvoir décramponner Eddy Merckx. Et au sommet de ce col de Champs, eh bien, nous étions à 2191 mètres d'altitude à 60 km de l'arrivée. C'est Merckx qui passe en tête devant Van Impe, Schoonmaker, Thévenet, Gimondi, Janssens, Moser, Fuchs, Zoetemelk, Torres, Delille à 30 secondes et Poulidor à ce moment-là à plus de 4 minutes. Les lâchés ne revenaient pas dans la descente du col de Champs, puisqu'au bas de cette descente, du côté de la Foudalos, on remontait aussitôt. Et c'était la montée du col d'Alos qui voyait Eddy Merckx dans le dernier kilomètre démarrer, aux surprises, lâcher tout le monde et se retrouver en tête maintenant. Alors Roger, cette descente d'Eddy Merckx, il est quand même relativement prudent. Oui, mais malheureusement, la caméra ne reflète pas l'état de la route qui est vraiment affreux, puisque là nous l'avons emprunté 1 heure avant les coureurs et nous avons de la peine à nous maintenir sur 4 roues donc en voiture. Et là, avec des petits boyaux, vous voyez comme Eddy Merckx prend malgré tout les précautions. Il creuse malgré tout l'écart, preuve que l'état de la route est vraiment épouvantable, avec beaucoup de gravillons, du goudron fondu, souvent mélangé d'ailleurs, et beaucoup de sauts, de contre-sauts, des crevasses. Enfin, la route paraît excellente comme ça, avec l'écart de la caméra, mais elle est vraiment infecte, et c'est ce qui explique que Eddy Merckx se trouve parfaitement à son affaire là, et il va sans doute encore malheureusement causer l'écart pour ses poursuivants qui sont moins de culot en un mot que le Merckx. Quand on aime gagner, on ne fait pas de sentiments. On rend coup pour coup sans le moindre dadam. ESPN Classique vous propose une série de documentaires inédits consacrés aux rivalités mythiques, ainsi que certaines raclées historiques. Le fair play ne sera pas forcément au programme. Les grands duels du sport. Vendredi à 22h30 sur ESPN Classique. Eh bien, Eddy Merckx vient de creuser l'écart. Il a maintenant
17 secondes d'avance sur Felice Gimondi qui a donc doublé, comme on pouvait s'y attendre, Bernard Thévenet, et 22 secondes d'avance sur Bernard Thévenet qui est encore beaucoup plus prudent qu'Eddy Merckx. Cela, évidemment, on le savait, Bernard Thévenet a des difficultés dans les descentes, et quand on pensait que le Bourguignon pouvait attaquer Merckx dans les montées, eh bien on savait aussi que Merckx pouvait lui contre-attaquer, lui dans les descentes. Un Tour de France se gagne maintenant non seulement dans les étapes contre la montre, non seulement dans l'école, mais aussi dans les descentes. C'est un petit peu le cyclisme moderne, et Eddy Merckx, eh bien, a toutes ses qualités, c'est un coureur complet, et aujourd'hui encore, alors que certains pensaient qu'il pouvait laisser le maillot jaune, eh bien, il confirme une fois de plus tout son talent. Oui, vous pouvez nous donner d'autres écarts, essayez de vous arrêter au pied de la descente ou à un endroit où ce sera moins dangereux pour vous. Les coureurs, et j'ai effectué ce pointage car nous avons énormément de mal à les suivre. J'ai effectué son pointage au lacet inférieur, donc c'est simplement en voyant les 3 hommes de tête que j'ai pu effectuer ce pointage. Et nous ne pouvons pas nous arrêter trop longtemps car nous avons énormément de mal donc à suivre les coureurs. Oui, alors au pied de la descente, vous pourrez essayer de faire un pointage après 500 mètres de remontée. À ce moment-là, nous serons à 5 km de l'arrivée à peu près. Et Eddy Merckx, alors on le voit, le genou penché du côté où il faut passer. Par le fait, on ne se rend pas vraiment compte de la vitesse qui passe, et le peu de spectateurs qui ont eu l'occasion de passer à ces endroits-là pourront aisément comprendre. Et là, la façon qu'il a de couper ses virages, il commence un virage à l'extérieur, il le coupe, vous voyez comme en ce moment, là, et il finit, il perd vraiment, là, il est sur une trajectoire un peu comme un coureur automobile de Grand Prix, au millimètre près, il passe, en évitant, chose qu'on ne voit pas, comme je répétais tout à l'heure, l'état de la route, il faut éviter les plaques de goudron et les plaques de gravier qui sont pas tellement apparentes là sur la photo, et c'est vraiment un travail d'artiste là, et dans ce domaine-là, Merckx est vraiment imbattable. Là aujourd'hui, il a sauté sur l'occasion, c'est le cas de le dire. Malheureusement pour Bernard Thévenet, il risque de faire les frais de cette descente-là. On l'avait dit d'ailleurs quand on a descendu en voiture ce parcours, cette descente du col d'Alos, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. On disait dans cette descente, Moser peut réussir un numéro d'acrobate, mais nous étions persuadés l'un et l'autre qu'Eddy Merckx ne serait pas distancé par Moser, considéré depuis ses exploits dans le Midi Libre comme le meilleur descendeur des pelotons actuellement. Mais Eddy Merckx n'était pas là pour le suivre, et je suis sûr que dans n'importe quelle descente, il pouvait suivre. C'est surtout le coureur en grande forme qui descend très bien, et maintenant sans doute Francesco Moser est passablement émoussé par les étapes de montagne et les étapes de plat aussi où il a beaucoup fait d'efforts, et c'est celui qui n'a plus toute sa vie de ça et qui n'a plus la même assurance dans les descentes. Il a pourtant très bien couru aujourd'hui, Francesco Moser. Il a réussi une bonne ascension, une bonne course. Il terminera dans les 10 ou 12 premiers ici à Pralou. Ce qui prouve que s'il n'a pas digéré le Tourmalet et les Pyrénées, l'approche de l'Italie ici lui redonne peut-être ses ailes, et qu'il s'habitue peut-être aussi à la montagne. Il va peut-être faire des progrès au fil des années. Et sans doute aussi les supporters italiens, les tifosi comme on dit, et qui sont assez nombreux là dans la région, puisque nous ne sommes pas tellement loin de l'Italie, et c'est sans doute aussi pour cela que Felice Gimondi se montre aussi à l'avant là. Je pense qu'il est très difficile, oui, nous avons nos conversations en aparté, mais je peux vous en faire profiter. Nous nous posions la question de savoir si on faisait attendre les poursuivants par Jacques Léviron, mais ce sont trop de risques à prendre, et après tout, c'est le porteur du maillot jaune qui est là. Dans la montée, nous attendrons. Dans la montée, dans 5 ou 6 km à peu près, c'est-à-dire dans 4 ou 5 minutes, nous abandonnerons Eddy Merckx pour aller voir ce qui se passe derrière. Nous ferons un point fixe et nous attendrons Felice Gimondi, Bernard Thévenet, et nous connaîtrons les écarts à ce moment-là, mais pour le moment, dans la descente, nous sommes obligés de suivre ce numéro, et nous ne le regrettons pas, car c'est un numéro de haute voltige. Dans cette descente-là, il n'est pas question pour les coureurs de s'alimenter. Maintenant, ils ont pratiquement terminé l'étape, mais tout à l'heure, on a vu dans la descente du col de la Couillole, nous avons vu des coureurs d'une manière acrobatique manger après le ravitaillement de Valberg, et c'est un exercice toujours périlleux en descente, Roger. Oui, c'est explique certaines cabrioles, puisque la main qui tient le guidon souvent pas assez fort, avec les soubresauts de la route, échappe souvent de sa main, et c'est la cabriole à 60, 70 ou 80 à l'heure. Mais alors on voulait revenir tout à l'heure, je vous en avais parlé sur la journée de repos. Alors il y a des coureurs qui sont allés rouler pendant une quarantaine de kilomètres. Ces images parlent d'elles-mêmes, on n'a pas besoin de les commenter, on revient un petit peu en arrière. Les coureurs sont allés rouler, il faisait bon, mais vous n'êtes pas d'accord pour rouler le jour de repos. Et justement, une conversation que nous avons eue, Daniel et moi,
sont persuadés que Eddy Merckx n'avait pas commis d'impair hier, c'est-à-dire en évitant une alimentation carnée et trop riche en glucides, chose que ses adversaires ont peut-être oublié hier, ont fait quelques petits écarts de nourriture aussi, voilà, et sans doute Eddy Merckx, lui, n'a pas commis cette erreur, c'est ce qui peut expliquer son apparente supériorité aujourd'hui, alors qu'on attendait plutôt l'inverse, et une attaque... Parce que vous êtes partisan, alors le jour de repos, il ne faut pas alourdir son organisme, vous avez tendance ce jour-là à pouvoir manger le midi, à ne pas piocher, se fouiller seulement dans une musette et à manger trop. Alors il y a des coureurs qui mangeraient trop de viande, et vous n'en mangiez pas tellement. Formellement, le jour de repos, doit être un jour de semi-jeûne, et je suis certain, sans l'avoir questionné, qu'Eddy Merckx n'a pas commis l'erreur de trop manger la journée de repos. Il est allé rouler quand même malgré tout, mais son gros d'effort, c'est un effort de éviter, c'est dur à faire parce qu'on a un appétit terrible en course par étape, il faut freiner son appétit. Oui. Voilà donc, non, je pense Gilbert Lariaga, oui, qu'on peut continuer alors que Merckx double les voitures maintenant, vous voyez dans la descente, non, on peut continuer encore peut-être un petit peu avec lui et retrouver au bas de la descente qui ne doit plus tarder maintenant, on doit être tout proche, mais là Eddy Merckx en train de doubler des voitures, c'est un exercice encore plus prodigieux et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Je pense que nous avons 6 km de montée ensuite, où nous aurons le temps essayer de faire les points et de suivre dans cette montée Bernard Thévenet qui pourra peut-être revenir avec Félix Gimondi sur Eddy Merckx. C'est pas sûr car la montée n'est pas très dure, mais regardez un petit peu le risque que courent les coureurs en ce moment et que courent également nos opérateurs. C'est vraiment quelque chose d'époustouflant. Alors vous avez vu peut-être, je pense que vous avez peut-être l'une des explications de la supériorité d'Eddy Merckx aujourd'hui, coureur qui se connaît parfaitement, qui connaît parfaitement son métier, et ce n'est pas des supplications ou des suppositions que vous disait Roger Pingeon, parce qu'en fait, Roger, vous avez couru dans la même équipe qu'Eddy, et à ses débuts professionnels déjà, c'est ainsi qu'il agissait, il ne mangeait pas trop le jour de repos, il supprimait la viande souvent le soir même. Oui, c'était en 67, donc il a certainement encore beaucoup progressé dans ce domaine, dans tous les domaines, il ne laisse rien au hasard, contrairement à certains de ses adversaires qui négligent souvent des détails apparemment anodins, mais dont lui c'est parfaitement tiré profit. Une vue d'hélicoptère, les enseignements à tirer de cette journée, ils sont simples. C'était une étape difficile, c'était une étape où une attaque pouvait partir de loin, pouvait partir dans le col des Champs. C'est ce que Bernard Thévenet a essayé, c'est ce qu'il n'a pas réussi. Le contre d'Eddy Merckx sur la fin va être payant aujourd'hui puisqu'il va prendre quelques poignées de secondes peut-être, ce n'est pas du tout certain, c'est dommage pour Bernard Thévenet pour lequel toute la France était prête à s'enflammer et ce n'est pas terminé d'ailleurs parce que Bernard va peut-être se rendre compte qu'il lui faut tenter le tout pour le tout maintenant et ne pas se contenter de gagner, j'allais dire à l'économie, c'est pas le monde, on ne gagne pas l'économie dans un Tour de France comme celui de 1975 qui est terriblement difficile, terriblement éprouvant, mais où plusieurs coureurs se tiennent de très très près. Mais Bernard Thévenet va être obligé maintenant de tenter le tout pour le tout et de se lancer peut-être dans une offensive de grande envergure comme vous en aviez le secret. Oui, et aujourd'hui, il est peut-être facile de critiquer en étant de l'autre côté de la barrière, comme on dit, mais enfin, je crois que là, Bernard a voulu trop bien faire aujourd'hui, à force de lui répéter qu'il fallait attaquer de loin. Oui, nous sommes à 10 km de l'arrivée, maintenant compagnie d'Eddy Merckx, et vous avez d'autres écarts, Bernard Giraud, derrière? Je crois que nous vivons un drame en ce moment dans ce Tour de France. Il y a une voiture, le directeur technique, qui est passé tout droit dans un ravin, et je ne vois pas la marque. Je pense qu'il faut attendre quand même quelques instants. Nous allons nous déplacer un petit peu avec le motard. Je vous avais dit que cette sortie était très dangereuse, et là, la minute est grave, ou tout au moins aussi grave que ce qui se passe en tête de la course. Cette voiture... Nous la découvrons, elle est blanche pour l'instant, c'est une voiture de directeur sportif. Je crois qu'il s'agit de la marque de Félix Gimondi. Nous allons nous avancer encore un petit peu, essayer de passer. Évidemment, les coureurs s'arrêtent pour se renseigner, pour savoir si ce drame n'est pas si important qu'on peut l'apercevoir pour l'instant. Tous les suiveurs, tout le monde est arrêté. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Arrêtons-nous. Notre caméraman filme est là également. Attention. Et évidemment, les deux personnes sont blessées. Deux personnes sont blessées, à la tête en particulier.
Là, nous sommes un peu trop avancés pour l'instant. C'est la voiture Bianchi, oui, on vient de me confirmer. Oui, c'est effectivement la voiture Bianchi. Oui, c'est la voiture Bianchi qui doit être conduite par Giancarlo Ferretti, le directeur sportif de Felice Gimondi. Et si vous n'avez pas d'image de la course actuellement, c'est tout simplement que notre hélicoptère est en train de retourner quelque peu en arrière pour essayer de nous montrer cet accident que nous ne pouvions pas vous montrer avec la moto puisque la moto était devant avec Eddy Merckx. Et nous allons essayer d'avoir la vue d'hélicoptère dans quelques instants, mais nous retrouvons pour le moment l'image de la moto. J'espère que oui, l'hélicoptère est en train de décrocher, de quitter l'avant de la course pour se rapprocher du lieu de l'accident. Bernard, vous avez d'autres précisions? Oui, Bernard Giraud est allé au renseignement alors qu'on entend le directeur. Bernard est descendu là dans le ravin. Là. Oui, Bernard, c'est Robert Rouleau, le motard de Bernard Giraud, qui nous répond actuellement et on ne sait vraiment plus quoi dire. Il y a toujours des risques incroyables qui sont pris par les voitures et les coureurs dans le Tour de France. Cela fait partie de la course, bien sûr. Ça fait partie de la course et ces images de Pralou vont nous permettre de retrouver notre hélicoptère dans quelques instants qui est en train de chercher le lieu. Oui, Bernard? Oui, eh bien, je me suis rendu un petit peu plus près des lieux. Je crois qu'il y avait 3 personnes dans cette voiture. 2 personnes sont très sérieusement blessées, mais enfin, elles sont encore pour l'instant vivantes. Il reste une 3e personne. Cette 3e personne est peut-être dans la voiture actuellement. Notre caméraman, Caron, va se porter maintenant sur les lieux. Il est tout près de la voiture, je le vois pour l'instant. Mais les 2 autres occupants de la voiture sont sérieusement blessés, mais vivants pour l'instant. Il reste un point d'interrogation en ce qui concerne la 3e personne. Et pour l'instant, eh bien, nous ne savons pas. Les policiers les motards sont en train de descendre. Alors que passe maintenant De Schoenmaker qui était victime d'une crevaison. Je pense que l'hélicoptère va vous montrer maintenant cette voiture. Il est tout près, à peu près une 30aine de mètres de haut. Donc je pense que vous devez avoir en ce moment une vue assez prenante et puis qui vous donne une idée de tous les dangers que présentait cette descente de col. Oui, nous avons effectivement le virage qui a été manqué par la voiture. Ah oui, nous retrouvons la voiture effectivement. Nous sommes en train, voilà, ça y est, vous avez aperçu la voiture qui est dans le ravin, à une 50aine de mètres en contrebas. Oh là là, oui, c'est vraiment le virage ici. Ah, c'était à la, oui, Daniel, à la sortie. Oui, Bernard. Oui, je me suis trompé d'hélicoptère. C'est l'hélicoptère de la gendarmerie qui tente de se poser afin d'évacuer les blessés. Et il essaie vainement maintenant de revenir. Il essaie vainement maintenant de revenir pour essayer de se poser quelque part. Mais ici, le terrain est très abrupt. Il est pratiquement impossible de se poser. Je pense qu'il devra effectuer au moins 5 ou 6 km, ou au moins 3 ou 4 km. Et ensuite, les blessés seront évacués. Évidemment, les coureurs passent et nous demandent des renseignements. Ils s'arrêtent, ils voient une voiture qui porte des couleurs bleues. Là, c'était Georges Talbourdet. Il était inquiet peut-être pour lui qui a pu. C'est une voiture, je répète, de l'équipe Bianchi, l'équipe de Felice Gimondi. Cette descente longue de 17 km sur une route étroite, comme vous avez pu le voir actuellement, nous emmène au pied de Pralou, mais on ne sait pas quoi dire tant qu'on n'est pas informé complètement. Et je vous disais tout à l'heure tout le bien qu'il fallait penser de Felice Gimondi et de son équipe. Felice Gimondi qui, à 33 ou 34 ans, prenait des risques toujours terribles. Lui qui a déjà gagné le Tour de France, qui a été champion du monde, qui a gagné Paris-Roubaix, qui a remporté Milan-San Remo, qui a gagné toutes les plus belles courses au Tour d'Italie. Et prend des risques insensés alors qu'il n'en a plus besoin peut-être maintenant, mais cela fait partie de son métier de coureur cycliste et cela fait aussi partie du métier de directeur sportif que de prendre des risques tout aussi insensés pour suivre son coureur. Nous allons retrouver Eddy Merckx, Felice Gimondi qui n'est peut-être pas au courant du drame qui se joue à l'arrière de la course pour son directeur sportif. Et les occupants de la voiture, nous allons les retrouver dans quelques instants quand notre hélicoptère sera revenu au début de la course, sur la tête de la course, dans la montée vers Pralou. Et vraiment, on ne sait plus s'il faut s'intéresser à la course, mais la course continue. Il y a toujours
un homme en tête, Eddy Merckx, qui doit être suivi par Felice Gimondi, ensuite Bernard Thévenet. Et on est surpris quand on est suiveur ou quand on précède comme nous la course pour se rendre à l'arrivée, quand on roule le plus lentement possible pour ne pas prendre de risques, Roger Pinjon. On est surpris de voir qu'il n'y a pas davantage d'accidents, même avec les spectateurs qui vraiment souvent ne sont pas assez disciplinés, qui sont justement à la sortie d'un virage. Et je me souviens parfaitement du Tour de France 64 où il y a eu ce terrible accident du côté de Brive où un camion était entré dans la foule, qui était massé sur un pont juste à l'entrée d'un virage. Et bien ça, répétons-le, disons-le, répétons-le à tous les spectateurs qui sont là, ne vous mettez jamais à la sortie d'un virage, ne vous mettez jamais sur la trajectoire possible des voitures qui peuvent se trouver, qui peuvent déraper, qui peuvent manquer un virage, essayer de se reprendre. Vous voyez. Alors, ce sont des conseils que nous donnons, qu'il faut donner et que nous répétons. Mais hélas, on en parle tous les ans et ne sont pas suivis ces conseils. On retrouve Bernard Thévenet en compagnie de Joop Zoetemelk et de Lucien Van Impe, mais devant tout seul, Eddy Merckx a réussi à conserver son avantage. Bernard Thévenet dans la montée vers Pralou est le seul sans doute à mener. C'est pas sûr, Lucien Van Impe le relais peut-être d'ailleurs, et vous voyez comme Joop Zoetemelk a du mal à suivre. On va essayer, Jacques Laviron, si vous pouvez nous montrer en gros plan le visage de Bernard Thévenet pour nous montrer voilà Van Impe, cet angelot de la montagne, Bernard Thévenet qui doit être déçu, qui cherche un soutien avec Joop Zoetemelk qui l'aide parfaitement. Ils se relaient tous les trois, mais Thévenet trouve que ça ne va pas assez vite et c'est lui qui repasse aussitôt en tête, Roger. Oui, il est très difficile de savoir si les deux coureurs qui accompagnent Bernard se réservent plus ou moins ou s'ils collaborent franchement. Là, apparemment, il n'en est pas tellement question puisque Zoetemelk n'a roulé qu'une vingtaine de mètres. Il a fait semblant de passer et c'est quand même assez dur de savoir s'il le fait sciemment ou non. Donc c'est là Bernard qui fait le maximum de l'effort. De toute façon, on ne sait pas encore exactement l'écart. Là, il doit se situer vers les 30 secondes. J'espère qu'il est même moins important, mais enfin... On peut peut-être essayer de voir avec l'hélicoptère quelle est la différence entre Merckx et les trois coureurs qui le suivent. Si c'est possible, on le fera pour savoir s'il y a... si c'est toujours une question de 30 secondes en montée, ça doit faire 200-250 mètres, pas plus. Mais c'est une montée qui n'est pas favorable aux grimpeurs, qui n'est pas favorable à Van Impe ni à Bernard Thévenet. C'est plutôt une montée pour un garçon puissant comme Merckx. Oui, c'est exact. La montée qui mesure exactement 6 km. Les 5 premiers kilomètres sont un peu moins pentus et seulement le dernier kilomètre est un peu plus, c'est-à-dire qu'il voisine certainement 7 à 8% sans plus. Donc ce n'est rien d'incomparable avec le Puy-de-Dôme que l'on vient de passer précédemment. Et bien sûr que là, Eddy Merckx ne perdra pas grand-chose à mon avis. Et surtout qu'il n'est pratiquement pas aidé là. C'est un petit peu normal d'ailleurs si on se réfère au classement général où Zoetemelk et Van Impe sont distancés par rapport à Bernard Thévenet de presque 3 minutes pour Zoetemelk et 4 pour Van Impe. C'est ce qui explique un petit peu leur manque d'efficacité dans la collaboration. C'est un peu normal, on ne peut pas trop leur en vouloir. C'est à Bernard Thévenet de limiter les dégâts et c'est à lui de faire le maximum. Pour les 5 ans d'ESPN Classic, le sport reprend des couleurs. Sur ESPN Classic, vous retrouverez les plus grands moments de l'histoire du sport, les rencontres les plus mythiques, les champions légendaires, les personnalités du sport français. C'est un moment qui a marqué l'esprit Jean. Et les équipes cultes qui ont marqué des générations. Rendez-vous dans Certifié Classique pour fêter le 5e anniversaire d'ESPN Classique, tous les jours à 18h sur ESPN Classique. Voilà, on a retrouvé Eddy Merckx qui se trouve au bas de l'écran. Et on va revenir, on va essayer de grossir un petit peu. Oui, Eddy Merckx est tout à fait au bas de l'écran maintenant. Et on montre l'écart qui est effectivement, comme je vous le disais à peu près, de l'ordre de 200 mètres environ sur le peloton des voitures avec le groupe des 3 hommes qui se trouvent dans le lacet supérieur. Ils ne sont pas dans ce lacet-là. Ils sont déjà passés plus haut, je crois. Et il y a d'autres coureurs qui sont échelonnés maintenant. Non, à moins que... Oh là là, si ce sont les 3 hommes qui sont seulement ici. Il est difficile de retrouver, de distinguer les voitures, les coureurs parmi les voitures quand on voit ces images de loin. Je vais demander à Bernard Giraud qui se trouve sur la moto s'il a d'autres précisions.
Vous savez, Daniel, nous nous sommes arrêtés longuement auprès de cet accident. Je tiens simplement à vous confirmer qu'il y avait 3 personnes dans cette voiture. 2 sont sérieusement blessés, l'une d'elles à la tête et l'autre comporte sans doute certaines fractures aux membres et puis était touchée aussi au rein. Quant à la 3e, eh bien, elle était toujours dans la voiture lorsque nous sommes partis et maintenant nous descendons pour essayer de rattraper les coureurs, mais nous nous sommes arrêtés à peu près 5 minutes et vous savez, cette descente est très dangereuse, encore un virage assez serré sur la gauche maintenant, sur la droite ensuite, et la voiture qui a fait un saut à peu près d'une 30aine de mètres, eh bien, a été très sérieusement touchée. Elle est pas tellement reconnaissable, comme vous avez pu le constater. Nous, on savait que c'est une voiture de directeur sportif, plus particulièrement de la Bianchi, parce qu'il y avait les couleurs de cette marque, mais sinon, il serait bien difficile de savoir qu'il s'agit vraiment d'une 504. Toujours Bernard Thévenet qui mène le groupe des poursuivants pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute de notre reportage plus tôt et qui ouvrent leur téléviseur seulement maintenant. Sachez qu'Eddy Merckx est en tête actuellement avec, on ne sait pas, une 30aine de secondes peut-être d'avance sur Bernard Thévenet, Lucien Van Impe et Job Zoetemelk, le Français, le Belge et le Hollandais de France, puisque Job Zoetemelk est marié à Françoise Duchossois, la fille de l'organisateur des courses de gentlemen à Aulnay-sous-Bois. Et derrière, il y a Felice Gimondi qui doit être derrière ce trio, mais qui peut-être, alors qu'il se trouvait tout à l'heure devant Bernard Thévenet, peut-être a-t-il appris l'accident dont vient d'être victime son directeur sportif, dont la voiture a manqué un virage et a plongé vers le ravin. Et je ne sais pas si Felice Gimondi a appris cet accident. Il est possible qu'il se soit arrêté ou qu'il soit derrière, je ne sais pas, mais c'est un garçon extrêmement sensible. Et Felice Gimondi, qui était tout à l'heure dans la descente devant Bernard Thévenet, n'est plus là. Mais peut-être après tout est-il encore devant. Oui, on n'a pas vu exactement, on n'a pas vu avec la moto. Il est peut-être entre ce groupe-là et Eddy Merckx. C'est ce que nous pourrions peut-être savoir en remontant sur la tête, Jacques Laviron, oui. On va remonter sur la tête puisque nous ne sommes plus qu'à 2 ou 3 kilomètres de l'arrivée. On va retourner voir les hommes de tête et on verra s'il y a quelqu'un alors que Bernard Thévenet fait vraiment tout le travail. Oui, et là on a l'impression que ces 2 camarades sont quand même sur la réserve et ils ont un coup de pédale quand même un peu moins heurté que celui de Bernard. On voit vraiment que Bernard Thévenet est à fond, comme l'on dit dans l'argot du métier, alors que les 2 autres, quoique là, on s'attend à me donner l'impression l'inverse. Il est à fond, ça va vite. Non, parce que là, je pense pas qu'ils font exprès de se laisser décoller. Là, il y a un écart de 10 mètres et Bernard Thévenet semble lâcher. Là, oui, il a pris, c'est pas qu'une impression, il avait pris 2, 3, 4 longueurs et Van Impe a décroché brutalement là, oui. Oui, ce n'est pas un parcours exactement pour les grimpeurs, c'est une question de braquet, il faut avoir un grand braquet ici. On avait l'impression qu'il n'était pas à fond, comme on dit, mais en réalité c'est qu'il avait un braquet légèrement inférieur et moulinait un petit peu plus, qui donnait un style moins heurté, mais il était vraiment à bout de souffle, puisque là, Van Impe a perdu une 50aine de mètres. Job Zoetemelk qui est revenu, mais je pense qu'on pourra aller très rapidement avec la moto. On va remonter avec la moto d'ailleurs un travelling qui devrait nous permettre de savoir où l'on en est exactement. Vous suivez avec nous ces images. Elles ne sont peut-être pas toujours très classiques, mais ça nous permettra de savoir exactement. Et si je vous disais qu'elle n'était pas très classique, c'est tout simplement parce que là, en doublant d'un côté, la moto a failli quitter la route, elle aussi. Et je pense que nous allons quand même pouvoir quitter maintenant ce groupe-là pour retourner vers la tête et savoir ce qui se passe exactement, alors que Bernard Thévenet a placé un 2e démarrage et que Job Zoetemelk est vraiment au bout du rouleau ici. Il ne peut pas suivre et il est pourtant... C'est un battant, pourtant il revient, il essaie de revenir une fois de plus. Mais Bernard Thévenet en a marre d'être seul à rouler, il préfère s'en aller tout seul. Et voilà, ça y est, nous suivons et nous allons avoir un aperçu. Nous faisons exactement comme si nous étions sur notre bicyclette pour revenir sur l'avant de la course. Et à l'avant de la course, eh bien, le premier n'est pas, c'est Felice Gimondi qui se trouve là effectivement. Alors attention, oui, non, c'est Eddy Merckx qui est distancé par Felice Gimondi. Je pense, Eddy Merckx va être rattrapé bientôt, peut-être même par Bernard Thévenet qui n'est plus très loin de lui. Mais il faut aller devant maintenant, Jacques Laviron. Il faut aller devant pour retrouver Felice Gimondi qui apparemment a réussi à passer. Et Eddy Merckx est en train de payer ses efforts et je ne serais pas surpris s'il était rattrapé par, voilà, ça y est,
Nous retrouvons Felice Gimondi qui doit ignorer le drame qui se joue derrière. Montrez-nous le visage de Felice Gimondi, Jacques Laviron. Felice Gimondi avec son numéro 61, voilà. Cet Italien, ce bergamasque merveilleux qui a remporté le Tour de l'Avenir et qui l'année suivante pour ses débuts professionnels a remporté le Tour de France et qui l'année d'après pour confirmer son succès dans le Tour de France est venu remporter Paris-Roubaix. C'est vraiment un grand champion et regardez comme il a creusé l'écart. C'est une surprise cette performance de Gimondi aujourd'hui. Oui, mais Felice nous surprend encore là aujourd'hui et peut-être après tout est la présence de son épouse lors de l'étape de repos hier à Nice, Tiziana, qui l'a incité à aller lui chercher un bouquet, un second bouquet d'ailleurs, puisque le premier était sans doute un petit peu en avance sur ses prévisions et c'est sans doute pour cela qu'il essaye d'en gagner un second. Mais alors je pense maintenant quand même, on a vu Gimondi, on va encore retourner derrière avec la caméra car je ne serais pas surpris si Thévenet réussissait à revenir sur Eddy Merckx et à le distancer peut-être. Et là dans ce cas-là, eh bien toutes les données, tout ce que nous avons dit tout à l'heure serait changé. Si Eddy Merckx est en train de faiblir et Bernard Thévenet lui ne faiblit pas, il revient très fort. Merckx a peut-être présumé de ses forces et je pense que Bernard Thévenet n'est pas très loin derrière. On devrait voir la jonction et dans le dernier kilomètre, eh bien Bernard Thévenet, oui, qui revient, va peut-être réussir à grignoter quelques secondes supplémentaires à Eddy Merckx et là c'est tout un nouveau tournant du Tour de France qui se joue et comme tout pourrait se jouer à coup de secondes dans ce Tour 75, toutes les secondes comptent. Alors Bernard Thévenet devant lui, Eddy Merckx est tout près maintenant. Oui, c'est vraiment formidable là et il y a des renversements de situation. On se croirait dans un film suspense à la Hitchcock là, un peu. Et là, rien ne dit que Bernard ne va pas passer Eddy Merckx sur sa lancée. C'est même à peu près certain là. Il en est distant une vingtaine de mètres, je crois, là, oui. C'est fort possible. Et là, il va peut-être ralentir un petit peu. Normalement, dans ces cas-là, il faut ralentir légèrement et arriver à une dizaine de mètres à l'arrière du coureur et produire son effort maximum afin d'impressionner son adversaire pour pas qu'il prenne sa route. C'est exactement ce que Felice Gimondi a fait avec Merckx tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, c'est la tactique du professionnel chevronné. Un jeune n'a pas cette malice-là, il cherche à revenir le plus vite possible et il n'arrive pas à décramponner ensuite le coureur qui l'a rejoint. Mais c'est fantastique ce duel, regardez, et quel dommage que cette étape ait été ternie par cet accident. Et c'est fantastique ce duel, alors que derrière il n'y a plus rien. Van Impe et Zoetemelk ont été irrémédiablement distancés et que nous retournons maintenant sur Bernard Thévenet qui n'a plus que 30 mètres de retard sur Eddy Merckx, mais Merckx est prévenu et il n'a plus que 20 mètres quand même. Merckx est prévenu, alors un homme prévenu en vaut-il deux? Un Merckx prévenu pourra-t-il s'accrocher? Et que va-t-il faire au moment où Bernard Thévenet va le rejoindre? C'est l'un des grands moments du sport cycliste, l'un des plus grands moments des 15 Tours de France que j'ai eu le plaisir de suivre. Mais là, Eddy doit certainement ralentir et donner l'impression de faiblir justement pour subir le démarrage que Bernard Thévenet va placer là d'ici quelques secondes. Là. Alors il est en train de revenir sur Felice Gimondi qui a été victime sans doute d'une crevaison ou de quelque chose. Felice Gimondi qui s'est relevé, qui cherchait sa voiture. Tout à l'heure quand il se retournait c'était ça. Et cela ajoute encore au drame. Ça ajoute encore au drame. Je pense que Felice Gimondi, regardons ses boyaux pour voir si... Oui, il a crevé à l'avant apparemment Felice Gimondi. Et il attend. J'ai l'impression, Roger. Il n'est pas vraiment vénard là, oui, parce que sa voiture l'a quitté depuis une dizaine de kilomètres. Il avait la roue avant complètement à plat. C'est vraiment immérité, injuste là pour Felice Gimondi. Oh là là, c'est vraiment incroyable ce drame qui est en train de se jouer dans ce Tour de France. Felice Gimondi seul en tête, en train de réussir un exploit fantastique. Moi aussi, j'avais bien reconnu que c'était pas Merckx tout à l'heure qui était là devant, mais je ne voulais pas y croire. Je croyais qu'on se tapait du coude avec Roger Pinjon. On se disait mais c'est pas Merckx, c'est Gimondi. Puis en fait, c'était bien Felice Gimondi, mais on se demandait pourquoi il est allé en fait tout à l'heure quand il se retournait. Eh bien, Felice Gimondi cherchait sa voiture et ce drame qu'il ne connaît pas. C'était le drame d'un coureur qui est en train de devenir le drame d'un homme, le drame d'un ami, puisque Ferretti, le directeur sportif de Gimondi, était l'ami et il a été coureur, il a été dans la même équipe que Felice Gimondi et c'est peut-être lui qui est blessé maintenant. Oui Bernard, à vous. Oui, mais c'est Bernard Thévenet qui va apparaître le premier. Il est suivi maintenant par Felice Gimondi qui peine maintenant et qui va franchir également cette dernière rampe. Derrière, il y a Eddy Merckx qui a été rattrapé par Joop Zoetemelk. Eh ben on n'a pas vu alors, on n'a pas vu le moment. Bernard Thévenet a 17 secondes d'avance, maintenant 20 secondes d'avance sur Felice Gimondi. Mais je ne sais pas ce qui s'est Bernard passé. est capable de prendre maintenant le maillot jaune. 30 secondes déjà d'avance sur Eddy Merckx et
Job Zoetemelk. Les coureurs ne sont pas encore apparus, mais les hommes qui sont derrière, je crois que nous sommes en train de vivre un grand moment dans ce Tour de France, un grand tournant dans ce Tour de France. Bernard Thévenet possède maintenant 45 secondes d'avance sur Eddy Merckx et toujours pas du champion du monde. On a déjà mis encore pas passé. Il est accompagné par Job Zoetemelk. Je crois que l'écart va se chiffrer à la minute. Oui, plus d'une minute au moins à l'arrivée, 1 minute 30. Job Zoetemelk va apparaître dans quelques instants. Il a distancé Eddy Merckx, qui je crois est victime de sa prodigalité. Il a été trop violent dans les pentes tout à l'heure. Il a fait des prouesses d'accord dans les descentes, ensuite dans le col d'Alos. Mais maintenant, il est en train de payer peut-être tous ses efforts. 1 minute 10 secondes de retard pour Zoetemelk, qui va franchir maintenant le passage. Et alors qu'arrive maintenant Eddy Merckx. Oui, Bernard Thévenet approché les lignes d'arrivée. Il y a maintenant 5 secondes qu'il est passé. Nous allons le suivre pour voir quel est l'écart, alors que derrière, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment un changement d'image qui nous a empêché de voir Eddy Merckx au moment où il était rattrapé, ou peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, nous étions distraits. Excusez-nous. Chez Gimondi qui arrive deuxième avec 22 secondes de retard. Gimondi deuxième avec 22 secondes de retard sur Bernard Thévenet qui a remporté cette étape. En troisième position, c'est Job Zoetemelk qui est en train de terminer maintenant. Et attention, 40 secondes maintenant qu'il est arrivé Bernard Thévenet. Plus que 12 secondes, 13 secondes. Et on peut le dire maintenant, Bernard Thévenet, maillot jaune, oui, il ne peut plus être battu. Il y a 50 secondes, 51, 52, 53. 55, 56, 57, 58 secondes, ça y est, Bernard Thévenet, le maillot jaune, et à partir du moment maintenant, c'est de l'avance. Eh bien, décidément, c'était l'écroulement pour Eddy Merckx dans ce dernier kilomètre, alors que Job Zoetemelk est en train de terminer maintenant. Il est tout près avec 1 minute et 10 secondes pour Job Zoetemelk. Et Merckx arrive avec Van Impe, qui va prendre la 4e place. C'est Lucien Van Impe, certainement, et Eddy Merckx au bout du rouleau. Est en train de terminer avec peine, avec 1 minute 25 secondes de retard. Il a tenté sa chance, il a vu qu'il pouvait faire quelque chose dans la descente, Eddy Merckx, mais sur la fin, eh bien, il a dû s'écrouler. Regardez un petit peu actuellement comment Merckx peine pour terminer cette étape, mais ce champion dans la victoire est merveilleux, dans la défaite il sait être très digne. Avec 1 minute et 42 secondes de retard, c'est Lucien Van Impe qui arrive, et Merckx perd dans les 2 derniers kilomètres près de 2 minutes sur Bernard Thévenet. Eddy Merckx n'en peut plus, il est au bout du rouleau, il peut à peine terminer. 1 minute 55 secondes de retard pour Merckx, qui n'avait que 58 secondes d'avance sur Bernard Thévenet et qui devient donc deuxième du classement général avec près d'1 minute de retard sur le Français. Eddy Merckx est épuisé, il a tenté sa chance, il a tenté le tout pour le tout. Il savait que sa marge de sécurité sur Bernard Thévenet n'était pas suffisante et Eddy Merckx a voulu l'accroître, mais il a présumé de ses forces certainement. Et là, c'est un fameux rebondissement dans cette fin de course, Roger. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Les mots manquent pour décrire enfin certainement ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'Eddy en ce moment-là. Pour lui, c'est l'effondrement, c'est la catastrophe. Il ne s'attendait pas à un fléchissement aussi grave. Inversement, pour Bernard Thévenet, bien sûr, c'est la joie, c'est la presque quasi-certitude que le tour maintenant est dans la poche, comme on dit pour Bernard. Là, il va se trouver avec plus d'1 minute d'avance sur Eddy Merckx. Alors que voici Moser et son coéquipier suisse Fuchs qui termine maintenant. C'est une victoire Oui, Bernard. Oui, je suis avec Bernard Thévenet, maillot jaune. Je crois que c'est la concrétisation d'un grand rêve. Ouais. C'était difficile. Est-ce que vous croyez revenir sur Merckx dans la descente? Tu vas tout à gauche. Ah oui. Oui. Merckx, c'est... Laissez passer là. Laissez passer. Bernard, le maillot jaune, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je réalise pas encore parce que je crois à 10 km, j'étais encore 1 minute derrière lui. Oh! C'est vraiment... Merckx s'est vraiment effondré dans le dernier kilomètre. Il est con. Moi, je pense que vous comprenez qu'un coup à parler comme ça au moment où il franchit la ligne d'arrivée. Je vous rappelle le classement avec les écarts exacts. Thévenet, deuxième, Gimondi à 23 secondes. Troisième, Zoetemelk à 1,12. Quatrième, Van Impe à 1,42. Cinquième, Merckx à 1,56.
aussi bien qu'au classement général. Maintenant, Bernard Thévenet à 58 secondes. Les rôles sont inversés et c'est lui le Français qui est en tête. 6e Moser de l'étape, 7e Fuchs. Et il n'y a pas d'autres coureurs arrivés pour le moment. C'est vraiment un rebondissement incroyable dans cette fin de course, Roger. Oui, c'est incompréhensible. Nous n'avons pas pu voir l'effondrement d'Eddy Merckx qui s'est traduit par 2 minutes presque de retard, mais que nous n'avons pas vu le moment où il était dépassé par les 4 hommes de tête là. Et voici en ce moment Balaguer qui termine à presque 5 minutes là. Oui, Bernard, oui. Bravo, Bernard. Oui, Bernard Thévenet là qui va bientôt enfiler la fameuse tunique jaune là. Attendez, je voudrais avoir les explications de Robert Lelang. Daniel. En tout coureur, même un grand champion comme Eddy. Il a vraiment pris un coup dans les derniers kilomètres. Je l'ai remonté sur son écart. Est-ce qu'on m'entend? Bernard, ce maillot jaune, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oh! Ouais, c'est vraiment fantastique, je crois. Hein. C'est difficile de se faire entendre. Voici le moment où Bernard Thévenet revêt ce maillot jaune. Joop Zoetemelk qui est avec nos amis de la télévision néerlandaise. Mais là, il faut retrouver, je pense, Bernard Thévenet sur le podium. Bernard Thévenet en jaune avec 58 secondes d'avance sur... Oui, Bernard, à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bernard. Bernard, est-ce que tu peux nous raconter les derniers kilomètres? Oh ben, je peux dire que c'était dur, extrêmement dur. Je me suis rarement fait aussi mal, c'est tout ce que je peux dire. Justement, dans la descente, Merckx était devant. Est-ce que tu as cru que tu pouvais revenir? Oh non, j'ai bien cru que mes chansons étaient finies. Et quand je suis justement, j'avais d'autant plus le moral que moi je me rapprochais, que Eddy, lui, perdait du terrain, je pense. Et lorsque vous êtes revenu sur Eddy Merckx, est-ce que vous avez vu que justement il était en train de faiblir? Ben, lorsqu'on vient sur un homme, c'est automatiquement qu'on va plus vite que lui, donc normalement c'est qu'on est mieux quand même. Au début du XXe siècle, la vague d'immigration vers l'Argentine y amena le football. Et avec l'avènement du football argentin, naquit un nouveau langage. Découvrez sa grammaire, son vocabulaire et plus encore au travers du quotidien de ses infatigables disciples. Les grands duels du sport, Boca Juniors contre River Plate. Vendredi à 22h30 sur ESPN Classique. Et je vous rappelle le classement de cette étape. Thévenet avec 23 secondes d'avance sur Gimondi. Zoetemelk à 1 minute 12. Van Impe 4e. 5e Merckx, 6e Moser, 7e Fuchs, 8e Balaguer, 9e Delille, 10e Lopez Carril, 11e Romero, 12e Janssens, 13e Menendez. Ensuite, voici Perret, le jeune Bisontin Perret qui termine maintenant avec un retard de 8 minutes à peu près. Les écarts sont vraiment très importants. Agostinho termine également maintenant. Et c'est l'enthousiasme ici sur cette ligne d'arrivée. C'est fantastique de voir comment Bernard Thévenet a réussi à remonter son retard, à surmonter son retard sur Eddy Merckx dans la dernière montée vers Pralou. Une montée qui n'était pas particulièrement difficile, mais où les hommes étaient éprouvés par la distance, plus de 200 km, par la chaleur et par les efforts fournis depuis le début de ce Tour de France. Le Tour de France recommence avec une autre dimension. Merckx n'est plus invincible. Merckx a été vaincu aujourd'hui. Et c'est Bernard Thévenet qui devient le patron, le leader de la course. Est-ce qu'il aura les moyens de conserver son maillot jaune? Demain, les coureurs auront à escalader 2 cols. Le col de Vars et le col d'Izoard, une étape courte de 107 km qui ne promet une course de mouvement particulièrement palpitante, mais survoltée par ce maillot jaune. Bernard est capable de tout. Oui, bah pour moi, Bernard, à course gagnée maintenant, Eddy Merckx ne se remettra pas d'un pareil échec. Quoi qu'il nous a habitués à quelques coups d'éclat dans ce genre. Enfin là, je crois que c'est le commencement vraiment de la fin. Nous avons quitté la Côte d'Azur ce matin
et Aymeric Simon-Laurière, le député maire de Sainte-Maxime, qui a suivi cette course. Vous avez vu, vous étiez tout près de l'accident d'ailleurs quand ça s'est produit. Oui, nous sommes passés au moment où la voiture Bianchi a plongé, hélas, dans le ravin. Et cette course, pour moi, c'est la première fois que je suivais ça, absolument impitoyable et fabuleuse. Cette victoire de Thévenet, humainement et sportivement, est extraordinaire. Incontestablement assombri par le drame, on espère qu'il n'y sera pas trop grave. Pour moi, c'est à la fois une aventure, ce Tour de France brutalement, et à la fois un exploit sportif hors pair. C'est sûr, et c'était pour ça je vous demandais votre point de vue, car vous avez vu ça d'un œil neuf, et c'était aujourd'hui particulièrement dramatique. Je vous répète en effet que si l'étape a été remportée par Bernard Thévenet, qui prend par la même occasion le maillot jaune, on ne sait pas encore ce qui se passe à l'arrière pour la voiture du directeur technique de Felice Gimondi, Giancarlo Ferretti, qui est tombé avec sa voiture dans un ravin. Il y avait deux autres occupants dans la voiture, on n'a pas de nouvelles encore, nous vous en donnerons ce soir. Bernard Giraud, vous avez d'autres précisions? Oui, non seulement il y avait 3 personnes qui sont tombées dans le ravin, mais aussi un coureur qui portait un maillot rouge. Peut-être un nom, mais il s'agit simplement d'une supposition. Une supposition, il faut bien insister, peut-être Pedro Torres. Voilà, puisqu'effectivement, Pedro Torres, nous ne l'avons pas vu parmi les arrivées. Raymond Poulidor n'est pas encore arrivé lui non plus après 10 minutes de retard. Eddy Merckx est sur le podium maintenant. Eddy Merckx qui est avec Bernard Thévenet. C'est la première fois que l'on voit ça, ce visage d'Eddy Merckx qui se trouve à côté d'un coureur qui l'a vaincu. Ce n'est pas pour autant la fin d'un règne. Tout n'est peut-être pas terminé. Cela nous promet au contraire une fin de course particulièrement intéressante. Je pense que je ne sais pas si on va pouvoir avoir dans la minute qui nous reste Eddy Merckx, Bernard Giraud, si vous pouvez réussir à vous... Non, nous avons des problèmes avec le micro HF. Je pense qu'il nous faut rendre l'antenne maintenant, il nous faut en terminer ici même avec cette victoire de Bernard Thévenet à Pralou qui prend la première place du classement général, qui endosse le maillot jaune et qui a un sourire grand comme ça ce soir avec 58 secondes d'avance sur Eddy Merckx. Demain, nous irons de Pralou à Barcelonnette, à Serre-Chevalier, plus exactement de Barcelonnette à Serre-Chevalier, une étape de 107 km et qui peut encore nous réserver des surprises et qui sera de toute façon passionnante. Bravo Bernard Thévenet, accompagné duquel je termine ce reportage. On vous a déjà vu, mais regardez, c'est à vous, je ne vous demande rien. Il nous suffit de vous voir, de voir votre sourire pour savoir que vous êtes heureux. Ouais, mais les après-étapes, demain, quand on prend le maillot jaune, c'est encore plus difficile que l'étape, je crois. Ici, Pralou, à vous Paris.